ma chère Stella, ravi de t'avoir aujourd'hui. Donc, pour te présenter brièvement, je dis bien brièvement parce que sinon il me faudrait, je pense, rien que 20 minutes à tout présenter. Euh, Ça fait longtemps, ma chère Stella, que tu accompagnes des cadres, des dirigeants d'entreprise au niveau international. Ça doit faire à peu près plus de 10 ans maintenant, je pense que tu fais ça, notamment dans des projets de changement, d'accompagnement en changement. Tu es officiellement entrepreneur, tu es conférencière, tu es business stratégiste, tu es auteur, tu es d'ailleurs auteur de best-sellers. Bref, tu as une multicasquette qui fait de toi aujourd'hui une leader, je ne sais pas si on dit leader, mais en tout cas bon, un leader d'excellence. Et ça porte bien le nom de tes conversations auxquelles j'ai pris plaisir à participer. Tu t'es vu remettre de nombreux prix. Alors, j'en ai choisi qu'un, celui de nouveau leader du futur, grâce à tout ce que tu fais et à l'impact que tu as. Donc, on est vraiment ravis et honorés de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Tu vas nous parler d'image de marque, d'influence, d'irréputation et de pourquoi, comment et surtout quand tout change autour de nous. Je te passe la parole et je suis ravi de t'avoir. Merci Stella. Mais merci Antoine, merci aux 156 personnes qui sont là. Ça fait très plaisir. Effectivement, ça fait longtemps. Il y a à peu près 2 ans, j'étais avec vous à La Réunion. Et aujourd'hui, je suis avec vous, mais de Bruxelles, de la Belgique. Donc, c'est des circonstances différentes. Ravie d'être là aujourd'hui, franchement. Merci Antoine pour l'invitation et merci à tous les partenaires qui ont pu créer ce jour, parce que c'est un travail d'équipe. Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a qu'une heure, 1 heure et demie pour pouvoir parler de tout ça, mais je ferai mon maximum pour vous donner assez d'éléments pour que vous puissiez vraiment comprendre ces notions d'image, de marque, d'influence et de e-réputation pour que ça ait de l'impact dans vos vies à vous. Alors, on va démarrer. Antoine m'a un peu présenté, mais avant qu'on démarre, je voulais qu'on prenne du temps ensemble pour imaginer une situation dans laquelle, que vous soyez étudiant, entrepreneur, entreprise, peu importe votre état, que vous arrivez à une situation où c'est agréable de collaborer avec les autres, où les opportunités que vous cherchez viennent à vous, où il y a tellement d'opportunités qu'en fait, vous ne savez même pas lesquelles choisir. Un monde où il n'est pas nécessaire pour vous de chaque fois courir après les entreprises, courir après les opportunités, chercher un stage désespérément, mais un monde où finalement, vous avez toutes ces opportunités qui viennent à vous de manière, j'ai envie de dire, assez naturelle, parce que vous avez pris le temps de travailler sur votre réputation, votre image et l'influence que vous avez dans le monde. Et ça, c'est possible. Donc, c'est vraiment cette image que je veux que vous gardez en tête pendant toute la présentation. C'est un monde qui est possible. Moi, je l'ai expérimenté. Moi, petite Stella, que je suis toute humble, je l'ai expérimenté et je ne savais pas que c'était quelque chose qui était accessible pour moi jusqu'à ce que je l'expérimente et que je vois les résultats que ça a pu produire pour moi, mais surtout autour de moi. Donc voilà, ça, c'est le monde idéal et on va le construire ensemble. Alors, pendant cette présentation, à certains moments, je vais peut-être regarder à gauche ou à droite. Sachez que je suis entièrement présente avec vous. C'est juste les circonstances qui font que, voilà, c'est une autre disposition. Je ne suis pas sur scène, je ne suis pas devant vous, mais je suis totalement présente avec vous, même si mes yeux sont peut-être à gauche ou à droite. Alors, pour démarrer, je sais que Antoine m'a présenté brièvement, mais la présentation que je vais faire maintenant, c'est un partage des 4 principales questions que les gens me posent quand ils me rencontrent ou alors que les gens me posent quand ils savent qui j'étais avant, il y a quelques années, et ils se rendent compte de la différence qu'il y a eu pendant les années. Donc là, je vais partager mon écran et je vais vous faire part des 4 principales questions qui viennent à moi. Alors, la première question, c'est celle-ci. Stella, comment est-ce que tu as fait pour partager la scène avec plein de célébrités,
tels que Mel Gibson. Je ne vais pas toutes les citer, mais comment est-ce que tu as fait pour faire ça? Comment est-ce que tu as fait pour être sélectionné pour donner de nombreux speeches, de nombreux talks sur un TEDx? Ça, c'est une des questions principales qui viennent à moi. Le top 2 des questions. Stella, comment est-ce que tu as fait pour que ton histoire personnelle apparaisse dans le même livre que les histoires de Lewis Hamilton, Naomi Campbell, Stromae, pour ceux qui aiment bien Stromae, moi j'aime bien, et encore plein d'autres personnalités? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour te faire remettre tous ces prix? Celui-ci, par exemple, là, c'était au Parlement britannique. Ici, c'était avec le ministre d'État belge, là, avec l'ancien président du Mali. Donc ça, c'est une des top questions. Top question numéro 3. Comment est-ce que tu fais pour rencontrer de super personnes comme Mary Buffett? En fait, Mary Buffett, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des personnes qui a été très, très proche de Warren Buffett, qui est un des milliardaires sur plusieurs années américains. Et elle a participé, j'ai pu collaborer avec elle. Mais comment je fais? Comment je fais pour collaborer avec des top champions olympiques, etc., champions du monde, avec la vice-présidente de Google, ou alors la rencontre avec Ndaba Mandela, qui est le petit-fils de Nelson Mandela? Stella, comment tu fais? Et le top 4, la dernière question dans les tops, c'est comment est-ce que je fais pour être invitée à travers le monde à intervenir pour de nombreuses sociétés? Donc ça, c'est un peu le top 4 des questions qui viennent à moi. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que je n'ai pas 1 million de followers. Ceux vous allez voir mes chaînes, etc., vous allez vous rendre compte que, mais comment elle a fait tout ça alors qu'elle n'a pas 10 millions de followers? Et en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que il est possible aussi pour vous d'avoir un impact dans vos communautés, vos familles, votre pays, peu importe, si vous arrivez vraiment à utiliser les stratégies que je vais partager avec vous. Et il faut vraiment se dire que l'influence que vous allez avoir et que vous voulez avoir est au-delà de vous. Il va vraiment au-delà d'un besoin, j'ai pas envie de dire égocentrique, mais d'un besoin juste centré sur soi. Et quand vous arrivez à vous mettre dans cet état-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, j'espère que vous êtes toujours réveillés. On va parler d'influence. On va d'abord commencer par parler d'influence. Et alors, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer 3 personnes que vous connaissez certainement. Et ces personnes sont Gandhi, Martin Luther King, ils sont là. Voilà. Donc, Gandhi, Martin Luther King et Greta Thunberg. Il faut comprendre que ces influenceurs, si vous connaissez leur histoire, je suis sûre que vous la connaissez, c'est des personnes comme vous et moi qui ont décidé un jour de partager leurs idées et qui ont décidé un jour de se dire « je vais rassembler un ensemble de personnes autour de ce en quoi je crois ». Et pour pouvoir le faire, ils ont dû utiliser de l'influence. Ils ont dû utiliser du marketing. Peut-être pas avec les mêmes outils que nous avons aujourd'hui, mais ils ont forcément utilisé les stratégies d'influence. Et je veux que vous soyez conscients de ça parce que l'influence, c'est vraiment un levier de changement dans la société, c'est un levier d'évolution. Et sans cela, si vous essayez un peu de regarder toutes les évolutions qu'il y a eu à travers l'histoire, il y a forcément eu quelqu'un qui s'est dit « Waouh, je vais pouvoir parler de mon idée ». Et dans cette slide, il peut y avoir chacune de vos 157 photos sur cette slide. Moi, c'est mon souhait un jour que je revienne vous voir et que vous puissiez me dire, Stella, nous aussi, on a pu partager une idée. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. L'influence va au-delà du paraître, du m'as-tu vu, etc. C'est vraiment quelque chose de différent. Et une fois qu'on a compris qu'il y a quelque chose en nous qu'on veut faire dégager et qu'on veut changer à travers le monde, on va au-delà de toutes ces excuses, en fait. Alors, je vais mettre mon partage en pause pour pouvoir continuer la présentation. Donc, maintenant qu'on comprend que l'influence va au-delà de nous,
il faut comprendre aussi qu'il y a un élément essentiel à prendre en compte quand on parle d'influence. L'élément fondamental qui fait que les gens vont vous suivre autour de votre idée, autour de ce en quoi vous croyez, c'est l'élément fondamental qui s'appelle la confiance. Sans la confiance, les gens ne peuvent pas vous suivre. Et il y a des études qui sont faites sur la confiance. Il y a vraiment des institutions et des entreprises qui sont dédiées à étudier qu'est-ce qui fait que une personne va décider de vous faire confiance ou pas. Et j'insiste sur le fait que faire confiance à une personne ne veut pas dire que vous faites confiance pour les bonnes raisons. C'est hyper important d'en tenir compte. Ça veut juste dire que la personne pense que vous vous identifiez à un ensemble de valeurs qui lui sont chères. Et il y a deux dimensions qui sont importantes dans la confiance. Là, je vais partager mon écran pour pouvoir vous en faire part. La première dimension qui est importante dans la confiance, c'est la partie compétence. Et la deuxième, c'est la partie éthique. Il y a vraiment des institutions, comme je disais tout à l'heure, qui font des études presque sociologiques pour comprendre comment l'être humain, en tant qu'être humain, on fait pour avoir confiance aux gens. Et là-dessus, je me suis appuyée sur les études statistiques de la société Edelman. Donc là, c'est une étude récente, ils appellent ça le Trust Barometer 2020, donc elle est assez récente, elle date de 2020, et ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment deux axes. Alors, le premier axe, c'est ce qu'on appelle les compétences, c'est-à-dire quelle est votre capacité en tant qu'influenceur de délivrer sur ce sur quoi vous avez fait une promesse. Si vous dites à ceux qui vous suivent, je vous promets X, je vous promets Y, et qu'après ils se rendent compte que vous n'avez pas délivré, ça va influencer sur le niveau de confiance, le degré de confiance que vos followers, que les gens ont envers vous. La deuxième dimension, c'est l'éthique. Et l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est de dire, est-ce que vos valeurs, est-ce que ce en quoi vous croyez, est-ce que votre intégrité est vraiment intéressante par rapport à l'impact sociétal? Donc, il faut vraiment garder ces deux dimensions de la confiance en tête. Et Edelman, ce qu'ils ont fait, cette institution qui étudie les comportements sociologiques et qui fait tout ce qui est communication de crise pour les sociétés, qui s'assure que la réputation d'une société est toujours intacte, ils ont identifié 4 institutions qui sont puissantes au niveau sociétal et par lesquelles les gens suivent ou non un leader. Il faut être super attentif sur ces 4 institutions. La première institution, c'est le gouvernement. Je pense qu'on n'est pas surpris. Effectivement, via les actions du gouvernement, la politique, les gens sont capables d'aller à gauche ou alors de suivre une opinion en allant à droite. Donc, le gouvernement. La deuxième institution, ce sont les médias. Il n'y a qu'à voir la quantité d'informations auxquelles les gens croient juste parce qu'ils sont dans les médias. Et quand vous êtes capable de percevoir ça, ça vous permet aussi d'avoir un esprit critique, en fait. Ça vous permet, en tant que personne, de vous dire, OK, je sais que les médias sont un vecteur d'opinion pour la masse, et juste aussi d'analyser, de vous rendre compte de certaines choses qui se passent dans notre société quand ça apparaît dans les médias. La troisième institution, ce sont les organismes non gouvernementaux, les ONG. C'est aussi un vecteur de confiance pour la société. Les ONG sont aussi une institution leaduse d'opinion pour la masse. Et enfin, la quatrième institution, ce sont les entreprises. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Ça a l'air un peu d'être beaucoup d'infos. Mais en fait, c'est une information super importante. Et là, il faut vraiment suivre. C'est toujours les études qui viennent de la société Edelman. Je m'en sers beaucoup souvent quand je parle de confiance, de leadership, etc. Le schéma qui suit est hyper important à comprendre parce qu'il nous montre que les ONG, en termes de confiance, donc là, c'est un schéma qui représente le niveau de confiance de ces 4 institutions sur l'axe
compétences et l'axe éthique. Et on se rend compte qu'en fait, les ONG, tiens, auprès de la population, elles ont un fort niveau éthique, mais manquent du côté compétent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens croient à la dimension éthique des ONG, mais ils ont des doutes, en fait, au niveau de la compétence. C'est-à-dire, est-ce qu'une ONG est vraiment capable de délivrer ce sur quoi elle a fait des promesses? On se rend compte que les médias sont là. Les médias, ça veut dire quoi? Ils sont à la fois moins compétents, enfin, d'après la population, moins compétents et manquent d'éthique, mais on se rend compte que ça n'empêche pas les gens de suivre ce qu'il y a dans les médias. Ça veut dire que c'est très puissant comme institution de conviction pour les gens. Les gens s'appuient sur les médias et bien qu'ils se disent non, mais je ne crois pas à ce qu'il y a dans les médias, il y a quand même une grosse partie de la population qui croit en ce qu'il y a dans les médias. Ensuite, on a le gouvernement, c'est moins compétent que les médias et moins éthique. Je ne vais pas discuter de long en large là-dessus. Mais ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est de voir les deux choses, deux éléments. Le premier, c'est que côté business, les business sont considérés très compétents, les entreprises, mais il y a encore du travail à faire au niveau éthique. Et ça, c'est une étude récente. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il y a une opportunité réelle. Pour vous et moi, ça veut dire que les entreprises ont besoin de solutions. Elles ont besoin de personnes qui puissent représenter cette dimension éthique pour qu'elles puissent mieux influencer le public et qu'elles puissent mieux inspirer confiance auprès du public. C'est pour ça que les influenceurs sont importants. Parce que les influenceurs arrivent à apporter cette dimension éthique, cette dimension d'authenticité, cette dimension humaine. Et je vais même vous donner un exemple parce que c'est important de comprendre ce facteur-là. Je pense que vous connaissez tous la société Uber. Et si on analyse le positionnement de la société Uber, on se rend compte qu'elle est compétente dans ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle délivre bien par rapport à ce qu'elle a promis. Elle arrive à transporter des personnes d'un point A à un point B. Là n'est pas la question. Mais au niveau éthique, il y a eu récemment dans les médias toute une communication faite pour se poser la question de savoir, oui, mais ils font ça, mais est-ce que les conditions de travail des personnes chez Uber sont intéressantes ou pas? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment une opportunité et ce schéma est hyper essentiel pour comprendre le pouvoir de l'influence sur la masse, en fait. Ça peut être hyper puissant. La deuxième opportunité qu'il faut voir dans ce schéma, c'est là. C'est de comprendre qu'en fait, il n'y a aucune institution qui arrive à la fois à être et éthique et compétent. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous parce que c'est une grosse opportunité. Pour vous et moi, si vous avez la capacité de communiquer sur vos dimensions éthiques et vos dimensions de compétences, pas juste l'un ou l'autre, hein, les deux en même temps, vous êtes vraiment capable de toucher le premier moteur de l'influence qui est la confiance. Donc, s'il y a quelque chose à retenir dans cette présentation, c'est vraiment ce schéma-là. C'est un schéma qui montre les opportunités. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour plus tard. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Mais je vais continuer d'abord la présentation. Alors, ce schéma nous a montré qu'il y avait de réelles opportunités en tant que personne et qu'il ne fallait pas forcément être un influenceur à 1 million de followers pour intéresser les entreprises, pour intéresser la masse, en fait. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Alors, on sait où se trouvent les opportunités. On sait qu'il faut communiquer autour de deux éléments essentiels pour pour donner de la confiance vis-à-vis des gens, qui sont la compétence et la dimension éthique. Ça, on le sait. Maintenant, la question, c'est de se poser, oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On fait comment pour matérialiser cette confiance auprès des gens? Et c'est là que ça devient intéressant de s'intéresser à la réputation, de s'intéresser à la marque, de s'intéresser au brand.
Les termes, les 3 termes, réputation, brand et marque, ce sont 3 termes que je vais quelquefois utiliser, mais ce sera plus ou moins pour représenter la même chose. Donc, le brand en anglais, la réputation, la marque en français. Tout au long de la présentation, je vais quelquefois les utiliser l'un ou l'autre, mais ça va représenter dans le cadre de l'heure qu'on va passer ensemble, plus ou moins la même chose. Donc, il faut vraiment s'intéresser à développer et à travailler sur sa réputation. Si vous ne travaillez pas sur votre réputation, sur votre marque, sur votre brand, l'image que nous avons eue là au début où on imaginait un monde avec plein d'opportunités, où les opportunités viennent à nous, où il y a tellement d'opportunités qu'on ne sait pas laquelle choisir. Si on n'arrive pas à développer notre réputation, ces opportunités, vous les oubliez. Il y a tout un travail à faire et on va en parler. Donc, on sait que la réputation, c'est important parce que ça va empaqueter la dimension confiance, mais on commence où alors? Et puis, d'abord, c'est quoi la réputation? Il y a une définition de réputation que j'adore, c'est celle de Jeff Bezos, et je vais la sortir pour vous. Je vais repartager mon écran. Ta-da-da-da. Est-ce qu'elle arrive à partager un écran stellaire? Oui, oui, ok. Alors, la définition de Jeff Bezos. Suivez bien la définition, elle est super importante. La réputation ou le brand ou la marque pour Jeff Bezos, donc le fondateur de Amazon, elle est en 2 parties. La première partie, c'est votre brand, réputation, marque, est ce que les gens disent de vous. Pas ce que vous dites de vous, hein. C'est ce que les gens vont dire de vous. Donc, vous aurez beau vous considérer comme la meilleure en X, Y, comme celle qui devrait être en train de travailler avec telle société, comme la société qui devrait avoir tous les clients de la planète, ça ne veut rien dire, en fait, ce que vous pensez de vous. Alors, je vais un peu reprendre mes mots parce que c'est pas vraiment juste. Ça veut beaucoup dire ce que vous pensez de vous, mais au niveau de la réputation, au niveau de votre projection vers le monde, ce qui compte, c'est ce que les gens vont dire de vous. Et la deuxième partie de la définition, qui est aussi super importante, en fait, c'est ce que les gens vont dire de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Quand vous n'êtes pas dans la pièce. Pourquoi quand vous n'êtes pas dans la pièce? Parce que c'est à ce moment-là que les grosses décisions se prennent. Si vous êtes étudiant et que vous avez envie de trouver le stage idéal, mais que vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui veut travailler avec vous, il faut regarder un peu ce que dit votre réputation quand vous n'êtes pas dans la pièce. Si vous êtes un entrepreneur et que vous cherchez à avoir les meilleurs clients qui vous paient à hauteur de votre valeur et qui vous respectent et qui sont contents de travailler avec vous, si vous vous rendez compte que ça n'arrive pas, il faut regarder votre réputation. Parce que c'est au moment où vous n'êtes pas dans la pièce que les grosses décisions de collaboration ou pas avec vous se prennent. Et elles sont vraiment basées sur votre réputation, du coup. Donc là, c'est vraiment c'est la meilleure définition de la réputation que j'ai pu trouver de toute ma vie. Et elle est vraiment intéressante. Quand vous comprenez cette définition, vous avez tout compris, en fait. C'est ce qui se dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que le sujet dont nous parlons, j'en ai discuté personnellement avec une entrepreneure superbe qui s'appelle Jessica Simpson. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez dans le public, je vois qu'il y a plus de 150 personnes, mais Jessica Simpson, de mon époque, elle a chanté, c'est une Américaine, elle a chanté, mais c'est aussi une businesswoman, et elle a créé un empire dans le domaine de la mode, via lequel elle a généré plus d'1 milliard de dollars de ventes. Et j'ai eu le plaisir d'avoir une discussion tête-à-tête avec elle. Ce qui est génial, c'est que j'ai pu faire un extrait spécialement pour vous de cette interview que j'ai eue avec elle. Et je lui avais posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a pu travailler sur sa réputation et son brand pour construire son empire à plus d'1 milliard de dollars. Donc, ça tombe super bien. Cette interview est en anglais, mais je l'ai sous-titrée en français spécialement pour vous. Elle ne fait que 40 secondes
Donc, soyez super attentifs. C'est une présentation, elle vaut vraiment de l'or. Donc, suivez bien ce que Jessica dit. Alors, j'espère que vous allez entendre. Peut-être Antoine, si tu peux me faire un pouce, si vous arrivez à entendre, je vais activer la vidéo. I think that the most important thing is to really know what you love and know what your focus is. Like have, that mission statement for what you're trying to brand. And really, I think it's very important when you do our self-branding, like you really have to know yourself, but also be willing to evolve with time. And I mean, everybody's opinion about you is always changing, but your opinion about yourself can always remain the same. And I think that's important for, for anybody business-minded to stay themselves. Voilà. Alors, je vais arrêter de partager. Donc, j'espère que vous avez été attentifs, parce que pour moi, c'était une interview vraiment super parce que, si vous voulez, je vais raconter une mini-histoire personnelle. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre le rôle de l'influence. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre que influencer n'était pas forcément négatif et péjoratif. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que le pouvoir, l'influence, la stratégie, le leadership n'était pas là que pour se vanter ou se mettre en avant de manière égocentrique. Et mon interview avec Jessica et son authenticité, juste à être elle-même, m'a fait réaliser que faire son personal branding, c'était c'était important en fait. Je ne pouvais pas passer outre si je voulais vraiment impacter le monde de la manière avec laquelle je voulais le faire. Et je vais revenir sur Jessica tout à l'heure, mais pour ceux qui ont l'occasion de regarder les films Gandhi et les films sur Martin Luther King, vous allez vous rendre compte que ceux dont je parle aujourd'hui sont clairement explicites dans la manière avec laquelle ils ont pu porter leur message. Même Greta Thunberg, analysez ces personnes et vous allez vous rendre compte qu'elles ont vraiment utilisé les stratégies d'influence. Donc, pour revenir maintenant à Jessica Simpson, si vous avez bien suivi, elle parle de positionnement personnel, self-branding, personal branding. C'est cette capacité à savoir se positionner, à savoir positionner sa passion, ses valeurs à travers nos activités, en fait. Si vous n'avez pas la capacité d'être authentique, d'être vous-même et d'être juste, de pouvoir communiquer votre passion aux autres, vous n'êtes pas dans le personal branding, en tout cas de la manière authentique et la façon dont moi, je pense qu'elle devrait être faite. Et je pense que c'est aussi ça, l'opportunité qu'il y a, dont je parlais tout à l'heure avec le schéma et l'opportunité pour des personnes comme vous et moi et les business. Les entreprises recherchent des personnes qui ont compris que leur positionnement personnel est important, qui ont compris que se comprendre, se connaître ses valeurs, sa passion, l'impact qu'on va avoir sur les autres, ça, c'est important. Et si vous avez la capacité dans vos communications de pouvoir faire transparaître cela, vous êtes déjà en avant. Vous êtes déjà en train de ressortir du lot. Je vais en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose d'important dont a parlé Jessica Simpson. Et vous avez vu, on dira tout ce qu'on veut, mais la personne humaine que moi j'ai rencontrée et qui a pu générer plus d'1 milliard de ventes sur son business, c'est aussi possible pour vous. Il n'y a pas de limite. Et elle le montre. Donc ça, c'est l'élément, le premier élément. Et quelque chose d'important dans le personal branding, je suis sûre que vous avez déjà eu l'expérience. Vous avez 2 personnes qui vendent la même chose, exactement le même produit, tout pareil. Mais vous préférez aller chez la personne A et pas chez la personne B. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Je vais voir les mains. Ouais, le même produit, mais vous préférez aller chez l'autre. Des fois, c'est le même produit et la personne avec laquelle vous préférez aller, chez laquelle vous préférez aller, vend le produit beaucoup plus cher. C'est pas grave, vous préférez quand même aller. Pourquoi? C'est le personal branding. Ce sont les valeurs que la personne dégage. C'est juste l'état d'être de la personne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, souvenez-vous, les 2 dimensions de la confiance, il y a
la compétence et la partie éthique. La compétence n'est pas le seul élément qui compte. C'est pas parce que vous êtes le plus intelligent de la salle que ça passe. Il faut aussi pouvoir mettre en avant vos qualités, votre vous, pour que les gens puissent vous choisir. Bon, je m'excite, hein, mais c'est pour vous dire que c'est possible. Enfin, bref. Et donc, ça, c'est ce dont elle parle, Jessica. S'il y a un élément à retenir par rapport à ce dont je viens de parler, c'est les gens vous achètent vous. Ils n'achètent pas vos produits, etc. Oui, ça compte, mais c'est d'abord vous. Si on ne vous aime pas, on ne va pas acheter. C'est clair. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, non? C'est pas parce que vous avez le meilleur produit que je vais y aller. Non. Si je vous aime pas, j'achète pas. Je suis pas content. Enfin bref, j'exagère, mais c'est vraiment ça en fait en tant qu'être humain. C'est comme ça qu'on réagit. Le deuxième élément dont parle Jessica, si vous avez bien écouté, elle dit il faut avoir la capacité d'évoluer avec son temps vers la fin. L'opinion que les gens auront de vous va changer tout le temps. C'est comme ça, on est des êtres humains, on juge, on n'est pas d'accord. Enfin bref, ça va dans tous les sens. L'opinion des autres peut changer, mais votre opinion sur vous-même ne va pas changer. Vous devez vous accrocher à ça. C'est pour ça qu'il est important de se connaître. Si vous connaissez vos valeurs, vous savez ce sur quoi, ce qui est important pour vous, il n'y a pas de souci. Et les gens vont le voir, les entreprises vont le voir, les personnes avec lesquelles vous voulez collaborer vont le voir. Et c'est ça qui est important. Donc, évoluer avec son temps, c'est quoi aussi? C'est ce qui se passe avec le Covid. C'est-à-dire que, en tant que vous soyez étudiant, entreprise, entrepreneur, ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid est super important. Parce que cette période Covid permet aux gens de savoir comment vous réagissez en situation de crise, en situation de changement. Et beaucoup de personnes sont affolées, en fait, par rapport à ce qui se passe pendant le Covid. Mais le moment que nous passons ensemble dans l'histoire est super, super important. C'est un moment fondamental, une opportunité de dingue. Parce que les clients, vos collaborateurs, vos partenaires sont ouverts à essayer de nouvelles choses. Combien de fois on n'ose pas essayer parce qu'on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont vraiment accepter ce que je vais mettre en place? Je ne veux pas y aller parce que j'ai peur. » Non, là, il faut y aller. La période Covid est la meilleure période pour essayer de nouvelles choses. La meilleure période pour consolider les collaborations. La meilleure période pour rentrer en contact avec ceux avec lesquels on veut travailler. Parce que les gens sont ouverts. Les gens sont ouverts aux nouvelles expériences. Et je vais vous dire aussi un truc, c'est que psychologiquement, le Covid a créé une situation où on est tous devenus plus humains, en fait. Avec la peur, l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Tout le monde est en état de « oh, qu'est-ce que je fais ?» Et dans cet état de « oh, qu'est-ce que je fais ?» les gens sont beaucoup, beaucoup plus ouverts et humains. Je ne sais pas, vous avez peut-être constaté aussi dans vos interactions que les gens sont plus ouverts, plus à même de parler, etc., de partager. C'est parce que, en tant qu'être humain, quand il y a des situations comme ça de peur et qu'on est capable d'avoir en face quelqu'un en qui on a confiance, de belles choses se passent. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est qu'il faut profiter de cette période. En fait, c'est la meilleure période pour essayer de nouvelles choses. Je vais vous donner 2 exemples. À Bruxelles, par exemple, il y a un hôtel que j'adore. J'adore aller à cet hôtel. C'est un espace wellness de détente et c'est en dehors de la ville. Et ils ont un super paysage parce que c'est dans les bois, etc. C'est super beau, dans la nature. Malheureusement, avec le Covid, vous vous en doutez, ils ont moins de clients. Mais ils se sont rendus compte que les clients qu'ils avaient venaient dans cet espace parce qu'ils aimaient bien le cadre, ils aimaient bien l'environnement, ils aimaient bien le côté boisé, le côté nature. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est intéressant, j'ai reçu la nouvelle l'autre jour, ils ont transformé leur chambre d'hôtel en espace de coworking.
Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que ils ont compris que leurs clients avaient un challenge en ce moment. Ils travaillent de la maison, des fois, il y a les enfants, il y a tout cet environnement, il y a du bruit, ou alors les gens ont juste envie de se dépayser. Et ils ont compris ça. Et ils ont transformé leur business. Ils ont pivoté, ils ont créé de nouvelles choses. Cette nouveauté a pu mettre en confiance leurs clients existants. Parce que les clients se disent, mais c'est génial, je vais pouvoir continuer à aller dans ce cadre malgré la situation Covid. Et donc, ils ont essayé quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que vous soyez étudiant, entrepreneur, entreprise, peu importe, les gens vont vous poser la question de savoir ce que vous avez fait pendant cette période de pandémie. Si vous êtes étudiant, ça peut être de vous dire, mais est-ce qu'il y a une nouvelle manière avec laquelle vous avez étudié? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière avec laquelle vous êtes entré en contact avec les entreprises? Tout ça, ce sont des questions qu'on va vous poser. Et c'est pourquoi je vais vous donner le premier challenge. Ah, j'ai oublié de vous montrer le challenge d'avant. C'est pas grave, je vais revenir dessus. Alors, le premier challenge, je vais partager mon écran. C'est de vous demander de vraiment réfléchir à ce que vous avez essayé de nouveau pendant la période Covid. Comment est-ce que vous avez communiqué sur ces nouveautés et comment est-ce que vous avez réagi pendant l'implémentation de ces nouveautés? Ça, c'est des questions que vous pouvez même avoir pendant un entretien d'embauche, que vous pouvez avoir avec vos partenaires, que vous pouvez avoir avec vos collaborateurs, parce que les gens vont chercher à savoir quelle est votre capacité à rebondir, votre capacité à réagir, votre capacité à pouvoir gérer la crise, en fait. Et ce sont des situations qu'on peut rencontrer en entreprise. En période de crise, on a envie de savoir qu'on est en train de collaborer avec des personnes qui savent comment faire pivoter les situations. Donc, si vous n'avez pas encore essayé quelque chose de nouveau, ou si vous n'avez pas encore conscience d'avoir essayé quelque chose de nouveau, posez-vous ces questions. Elles sont fondamentales. Vous vous souvenez la partie confiance avec la compétence et l'intégrité? L'une des compétences que les gens veulent voir aujourd'hui, c'est votre capacité à rebondir. Donc, posez-vous ces questions. Je vous ai disais tout à l'heure que ça, c'était le deuxième challenge parce que j'ai oublié de vous montrer le premier challenge, mais zut alors, et je vais le montrer avant qu'on puisse continuer. Je pense que j'ai suffisamment montré à quel point il était important pour vous de vous connaître pour pouvoir attirer les opportunités qui vous conviennent et d'en être conscient. Et un premier exercice que je fais avec mes clients, quand je commence à travailler avec eux sur le personal branding, c'est cet exercice-là. Je vais le partager avec vous aussi pour que vous puissiez le faire de manière consciente aussi. Ça va vraiment vous aider. Et ça, c'était le challenge 1, qui consiste à voilà. Donc, le challenge que je vous donne, c'est de vous asseoir. Prenez vraiment cet exercice au sérieux. Il est super important. Asseyez-vous, prenez le temps de lister les 10 adjectifs par lesquels vous souhaiteriez être décrit par l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler, vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires, peu importe la personne ou l'entité avec laquelle vous voulez collaborer, dites-vous, posez-vous la question de savoir comment est-ce que j'aimerais bien être décrit par cette entité? Comment est-ce que j'aimerais bien être décrit par les personnes avec lesquelles je veux collaborer? Comment est-ce que j'aimerais être décrit par les personnes avec lesquelles, oui, j'aimerais travailler? Peu importe. Quand vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Et on va le voir plus tard. Mais il est hyper primordial de vous asseoir et de vous poser cette question. Comment est-ce que j'aimerais être perçue par l'autre partie? Je vous dirai pourquoi l'exercice est important. Oh là là, c'est super important. Super important d'en être conscient. Donc là, aujourd'hui, vous avez au moins 2 challenges. Voilà, je vous ai donné 2 challenges. Je vais arrêter de partager mon écran.
et on va pouvoir continuer la présentation. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations que je vous donne d'un seul coup, mais c'est important pour moi que vous ayez un maximum de pièces du puzzle. Le rôle que vous avez, tout un chacun, je vais voir combien vous êtes maintenant, 166 personnes. Le rôle que vous avez n'est pas dépendant du nombre de followers que vous avez. Si vous êtes sérieux du changement que vous voulez apporter dans vos familles, vos communautés, votre pays, votre île, si vous êtes sérieux par rapport à ça, ce qu'on voit aujourd'hui est hyper important. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais je vous donne un maximum de pièces pour que vous puissiez reconstituer le puzzle et que vous puissiez réaliser vos rêves, en fait. Réaliser ce qu'il y a dans votre tête. Donc, voilà. Bon, on va passer à une nouvelle partie de la présentation. On va passer aux choses concrètes et on va passer à la réalité du branding. Pour pouvoir illustrer la réalité du branding, je n'ai pas trouvé de meilleur exemple que ça, parce que je pense qu'on est tous passés par là. Ta-da-da-da, de quoi est-ce que je parle? Je parle de ça. Tomber amoureux. La réalité du branding, c'est ça. Combien d'entre vous est-on... Attends, il faut que je me mette, je puisse voir quand même les écrans, parce que je vais demander de lever la main. C'était là. Combien d'entre vous êtes tombés amoureux? Moi, je lève 2 mains déjà. Donc, voilà, je veux voir les mains. Voilà. Ah ouais, 2 mains, il y en a qui lèvent les pieds. Super. Mais c'est bien que vous soyez tombés amoureux parce que ça prouve que vous avez tout compris sur l'importance du branding. Parce que c'est exactement le même processus, en fait. La première étape pour comprendre le branding et l'importance, la réputation, quand on tombe amoureux, on est en appréciation l'un envers l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand une entreprise décide de vous embaucher, quand un partenariat se crée, quand, voilà, peu importe le type de collaboration que vous mettez en place, tout commence par de l'appréciation. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une appréciation parce qu'il y a une synergie de valeurs. Soit vos valeurs sont coïncident, soit les valeurs sont les mêmes, ou alors il y a cette synergie dans le sens où vos valeurs vont se compléter. Ça, c'est important à comprendre. Donc, c'est exactement comme tomber amoureux. Et la dernière chose, ça, c'est le truc qui est génial. Quand on tombe amoureux, on va en parler à tout le monde. À la limite, on en parle tellement que ça fatigue les gens. Ça, c'est pour illustrer le fait qu'on est fiers de ça. Mais on est fiers de collaborer avec. On est fiers d'avoir cette opportunité. On est fiers de travailler avec telle société. On est fiers de pouvoir travailler avec tel client. Ça, c'est vraiment le monde dans lequel, quand vous arrivez à influencer de manière positive, de manière avec un sens, vous avez vraiment des personnes autour de vous où vous créez de belles, belles choses. Et on est donc vraiment dans cette appréciation, dans cette synergie de valeurs, sous-entendu, avec comme prérequis que vous connaissiez vos valeurs à vous, et on est fiers de collaborer ensemble. Ça, c'est vraiment la réalité du branding. Sauf qu'avant de tomber amoureux, oh là là, il y a plein de monde. On ne sait pas où s'arrêter. Il y a une confusion. Et c'est généralement ce qui se passe aussi avec les consommateurs ou alors les personnes qui veulent collaborer tout simplement avec vous. C'est que vous avez tellement de talent, vous êtes des personnes géniales, mais elles ne savent pas, elles sont confuses en fait, parce que tout se ressemble. Il y a une confusion totale et il y a beaucoup trop de solutions qui se ressemblent. C'est la même chose sur le marché. Il y a une solution pour tout, toutes les solutions se ressemblent, mais les personnes qui souhaitent vous approcher, ou quand vous tombez amoureux, la personne qui souhaite sortir avec vous, ne sait tout simplement pas que vous êtes la solution. Et c'est pour ça que le branding est là. L'image de marque, la réputation que vous allez créer permet de dire « Oh, je suis là ». Ça permet de dire « Stop ». Quand vous arrivez à mettre en place les bonnes stratégies pour ce stop,
vous arrivez à faire de belles choses. Vous attirez vers vous les meilleures opportunités. Elles viennent tellement à vous, vous ne savez pas laquelle choisir. Vous arrivez à positionner vos messages. Vous arrivez à changer votre communauté. C'est pour ça que c'est important. C'est important. Et moi j'ai vu vraiment la différence. Il y avait vraiment un grand avant et après pour moi. Et je vois aussi cet avant et après avec les personnes avec lesquelles je travaille. Ça peut totalement changer les choses. Et encore une fois, il ne faut pas avoir 1 million de followers. Vos messages comptent en fait. Vos messages sont importants. Ce que vous avez comme idée, c'est important. Ne vous dites pas comme moi, à un moment, je me disais, mais qui suis-je alors pour changer les choses? Mais qui suis-je pour faire telle chose? Mais quand je vois tout ce qui a été réalisé, je dis waouh. Et le waouh, il vient surtout quand, une fois que vous avez appliqué toutes ces stratégies, vous vous rendez compte que ce que vous avez réalisé a un impact positif pour les autres, un impact positif pour votre communauté, un impact positif pour vos familles. Et ça, c'est merveilleux. Moi, quand j'ai des retours de personnes qui me disent « Oh, Stella », qui me contactent de tout le monde, du monde entier, en fait. Par exemple, mon speech TED sur le changement, il y a des gens qui l'ont vu dans le monde entier. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je savais intérieurement que j'avais un message à faire passer et je me disais que ça pouvait changer la vie des gens. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et pour vous aussi, votre message aussi peut changer les choses pour les gens. Ce que vous essayez de mettre en place peut changer les choses pour les gens. Mais il faut que les personnes arrivent à s'arrêter. Et pour faire stop, parce qu'il y a plein de solutions, mais c'est la vôtre qui est bonne, il faut savoir utiliser les stratégies d'influence. Donc, il faut savoir utiliser les stratégies d'influence. Et pour vous, je suis allée dénicher quelque chose d'intéressant. Alors, il faut que je repartage mon écran. Parce que je vais arrêter de partager, je ne sais pas. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'étais souvent invitée dans des événements business pour rencontrer de super personnes. Et dans celui-là, il y a quelques années, c'était quand? Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai rencontré Steve Wozniak. Je ne sais pas combien de vous ont Apple, mais en fait, Steve Wozniak, c'est le cofondateur de Apple avec Steve Jobs. Donc, c'est vraiment une icône légendaire de notre ère. Et en fait, voilà ce qu'il disait à propos du branding, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de stop. Il disait, la question fondamentale à se poser en termes de branding, c'est comment vais-je me faire entendre au-delà du bruit? C'est hyper important de se poser cette question chaque fois parce que votre message est important. Il va changer la vie des gens. Et pour que ce message puisse passer, il faut se poser cette question. Il faut utiliser les stratégies d'influence. C'est pour ça que c'est important. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas d'impact. Si Martin Luther King ne s'était pas posé la question de savoir comment est-ce que je vais faire entendre mon message au-delà du bruit, parce que c'était quand même un challenge pour lui quand même à l'époque. S'il ne se posait pas cette question, s'il ne prenait pas son courage en main, il n'aurait pas pu avoir l'impact qu'il a eu dans la société. La même chose pour Gandhi. La même chose pour plein de pionniers et plein de leaders qui ont vraiment contribué à une évolution dans la société. Donc là, c'est vraiment une question fondamentale à se poser. Et voilà, Steve Wozniak aussi pense que la question est fondamentale. Donc, on pense tous que la question est fondamentale. Alors, j'ai un 3e challenge pour vous. Ta-da-da-da. Le 3e challenge, c'est de vous poser la question, mais que dit Google sur moi? Que dit Google sur vous? Parce que, voyez-vous, quand quelqu'un veut collaborer avec vous, ça c'est la réalité. On disait tout à l'heure que la réputation, c'est tout ce que les gens pensent de vous quand vous n'êtes pas dans la salle. Et je vous assure que vous n'êtes vraiment pas dans la salle quand les gens vous googlisent. Quand les gens cherchent, mais c'est qui cette personne? Quand les gens cherchent à savoir, mais cette personne vient vers moi pour qu'on s'associe ensemble, pour qu'on travaille ensemble, mais c'est qui? Quelles sont ses valeurs? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce que je peux lui faire confiance? Quelle est son éthique? Ça va vraiment au-delà de la compétence. C'est vraiment savoir quelles sont ses valeurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'embêter plus tard? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance? Et aujourd'hui, la meilleure source pour les gens, c'est Google.
Je sais pas, attends, il faut que je mette mon écran pour voir tout le monde, mais je suis sûre que quand quelqu'un, moi je l'ai vu l'autre jour avec une amie, j'ai dit à l'amie, écoute, ce serait intéressant que tu contactes telle personne pour faire telle chose. Et sans surprise, la première chose qu'elle a faite, c'est de prendre son téléphone et de dire, tu peux me rappeler le nom de la personne? Comment est-ce que tu épelles son nom? Elle était sur Google en train de voir qui était cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Ensuite, elle est tombée sur LinkedIn pour dire, ah, mais tiens, c'est une personne intéressante parce que je me rends compte que nos valeurs sont alignées, parce que, etc. Donc, les gens, ils font pareil sur vous. Et quand je dis Google, c'est pas forcément Google, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, les réseaux sociaux, Instagram. Les gens ont envie de savoir, est-ce que on peut vous faire confiance? Et donc, ça, c'est le challenge. Mettez-vous à la place de ces personnes et dites-vous, c'est qui telle personne? C'est qui Stella d'abord? Donc, faites l'exercice et essayez de voir ce qui ressort sur vous. En disant ça, ça me rappelle une situation où il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait encore leurs anciennes photos d'étudiants quand on faisait la fête. Ils se sont rendus compte qu'il y avait encore leurs anciennes photos qui étaient sur Google. Et elles ne comprenaient pas pourquoi, malgré toutes leurs compétences, les entreprises ne voulaient pas les embaucher. C'est parce qu'il y avait des photos compromettantes. Et c'est intéressant de faire cet exercice parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui traînent sur vous sur Internet qui n'ont rien à voir avec la personne que vous voulez vraiment être, qui n'ont rien à voir avec la réputation que vous voulez avoir et qui n'ont rien à voir avec les personnes, le type de personnes que vous voulez attirer vers vous. Et c'est pour ça que l'exercice des 10 adjectifs était super, super important. Parce que s'asseoir et lister ces 10 adjectifs vont vous permettre d'être conscient. Parce que quelquefois, on fait les choses et on fait des choses qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on veut. C'est un peu comme vouloir perdre du poids. Et moi-même, j'en suis coupable. Hein. Je veux perdre du poids. Mais tout le monde sait ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Ça ressemble plus ou moins à quelque chose comme voilà, manger moins, faire de l'exercice, etc. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais en tant qu'être humain, on a des comportements comme ça. On est tellement programmé à faire certaines choses qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on fait va complètement à l'encontre de ce qu'on veut. Les 10 adjectifs pour vous vont représenter ce que vous voulez. Et faire l'exercice avec Google va vous permettre de confronter ce que vous voulez être, la personne que vous voulez être, les valeurs que vous voulez véhiculer, ce que vous voulez changer dans le monde. Ça va être comparé à ce qui est réellement là avec Google, LinkedIn et Facebook. Parce que c'est la première chose, c'est les premiers outils sur lesquels les gens se basent pour se donner une idée de qui vous êtes. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes soit arrivent à attirer vers elles des opportunités ou alors repoussent les opportunités. Donc, c'est super fondamental l'exercice que je viens de vous donner. Alors, on va continuer la présentation. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais je vous donne plein de pièces du puzzle, c'est normal. Maintenant, je vais partager avec vous concrètement des stratégies qui peuvent être implémentées à votre niveau. Parce qu'en fait, le truc avec le branding, le personal branding, l'image de marque, etc., c'est que beaucoup de personnes font croire que c'est quelque chose qui n'est réservé qu'aux célébrités. Et moi, c'est ce que je croyais. Je me disais, mais qui suis-je donc pour avoir toutes ces opportunités? Qui suis-je pour pouvoir implémenter une stratégie de personal branding? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas réservé qu'aux célébrités. Ce n'est pas réservé qu'aux personnes connues. C'est réservé aussi à nous. Nous aussi, on peut être facteur de changement. Nous aussi, on peut être vecteur d'un changement, d'une évolution positive dans nos communautés, si on arrive à appliquer les bonnes stratégies. Et je vais vous en faire part de quelques-unes. Il y en a tellement, il y a tellement de stratégies qui sont envisageables. Mais je vais partager avec vous certaines. Je vais en partager 3-4 avec vous pour que vous puissiez commencer à implémenter certaines de ces stratégies. Je vais repartager mon écran.
Je commence à aimer à partager, en fait. Quel nouveau monde, mon Dieu. Bon, alors, la première stratégie dont je vais parler, c'est la stratégie Spider. On va tous devenir des Spider-Man, mais je vais expliquer pourquoi. Donc, c'est la stratégie de l'araignée. En quoi elle consiste? La stratégie de l'araignée consiste à mettre en lumière vos atouts. Vos atouts en tant que personne pour du personal branding et vos atouts en tant que société ou entreprise pour du business branding. Pourquoi elle est essentielle? Parce que, en fait, beaucoup d'entre vous, vous êtes de superbes étoiles, en fait. Vous êtes des personnes géniales. Vous avez tellement de talent. Mais le challenge, c'est que vous vous en rendez pas compte, en fait. Vous n'avez pas fait une liste de vos atouts. Vous n'avez pas fait le travail d'identifier précisément dans votre vie, dans vos valeurs, dans vos compétences, quelles sont les compétences qui sont intéressantes pour mettre en avant. Quand je travaille avec les gens, c'est souvent super surprenant. Les personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont de super personnes. Elles se rendent pas compte du talent qu'elles ont. Elles ne se rendent pas compte de la valeur qu'elles peuvent apporter grâce à leurs connaissances. Et la stratégie de l'araignée permet de mettre en lumière tous ces atouts, mais aussi en fonction de l'objectif de la personne. C'est pour ça que les adjectifs sont importants. Je vais revenir dessus encore. En fonction des objectifs, vous allez pouvoir combiner tous ces éléments. Je prends un exemple. Par exemple, moi, en utilisant la stratégie Spider et de l'araignée, j'ai pu à un certain moment m'asseoir et me dire, OK, dans ma vie, où est-ce que j'ai eu des retours positifs? Dans ma vie, où est-ce que j'ai fait preuve de leadership? Dans ma carrière, où est-ce que j'ai pu avoir de super partenariats? Où est-ce que j'ai pu avoir des médailles? Même si ça n'a rien à voir avec le côté professionnel stricto du terme, c'est des éléments qui sont importants à mettre dans son, j'ai envie de dire, de storytelling, dans la manière de raconter qui on est. Et en combinant tout ça, vous allez pouvoir attirer vers vous de superbes opportunités. Il y a tellement à dire là-dessus, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais je veux que vous preniez conscience du fait que vous êtes de super personnes. Vous avez plein de compétences, sauf que personne n'est au courant de ça. Et c'est parce que les gens ne savent pas, on parlait tout à l'heure du stop, que vous n'arrivez aujourd'hui pas à attirer les opportunités que vous voulez. Et ce qui est génial avec la stratégie Spider, la stratégie de l'araignée, c'est que c'est réutilisable à l'infini, c'est recyclable. Une fois que vous avez mis en avant ces atouts, une fois que vous avez travaillé sur la création de ces atouts, vous les avez à vie. C'est réutilisable. C'est génial, non? C'est génial, c'est réutilisable, c'est recyclable, comme je dis. Donc, c'est vraiment, une fois que vous vous mettez à travailler dessus, c'est quelque chose qui peut être super, super puissant. La deuxième stratégie dont j'ai envie de parler avec vous, c'est la stratégie de l'association. Ici, il faut considérer que chacun d'entre vous, vous êtes un aimant. Vous êtes un aimant et vous attirez vers vous la personne que vous reflétez à l'extérieur. Donc, moi, à un moment, je me suis dit, mais non, mais je n'utilise pas la stratégie de l'association. Si, on l'utilise toute cette stratégie. Sauf que beaucoup l'utilisent de manière inconsciente et beaucoup de personnes attirent vers elles les mauvaises opportunités ou n'attirent tout simplement aucune opportunité. Et quand vous avez fait l'exercice des 10 adjectifs, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dis, mais quand vous aurez fait l'exercice des 10 adjectifs, vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à travailler sur chacun de ces adjectifs, vous allez attirer vers vous ce que vous désirez. Les bons types de clients, les bons partenaires, les bonnes entreprises, les bonnes opportunités. Parce que vous allez vous rendre compte que tout cet univers, en fait, va commencer à vous ressembler. Tout cet univers va commencer à ressembler à vos 10 adjectifs pour peu que vous ayez pris le temps de travailler dessus. Je vais prendre un exemple concret parce que c'est assez abstrait. Si par exemple, des adjectifs qu'il y a dans ma liste, c'est une personne
qui puisse représenter un nouveau type de leadership qui soit moins agressif et qui soit plus ouvert et plein d'amour, on va dire. Une fois que j'ai été consciente de ce que je voulais, et surtout que je m'étais rendu compte qu'en fait, c'est ce que je n'attirais pas, mais une fois que j'ai été consciente que c'est ce que je voulais représenter pour le monde, et c'était le changement que je voulais apporter, j'ai commencé à travailler sur cet adjectif ou sur cette description, on va dire, d'attirer, de mettre en place un nouveau style de leadership. Mais j'ai commencé comme ça à attirer vers moi toutes sortes d'opportunités autour de cette notion-là. Ça a été phénoménal. Je n'en croyais pas mes yeux. Et pourquoi ça s'est passé? Ça s'est passé parce que de manière consciente, je me suis assise et je me suis dit, Stella, toi, ton objectif, c'est de mettre en place un nouveau style de leadership. Et du coup, j'ai commencé à avoir les clients qui croyaient en cette vision, les partenaires qui croyaient à cette vision, les opportunités. J'ai commencé à m'associer avec de super personnes qui avaient aussi cette vision du leadership. Et les choses se faisaient de manière naturelle. Donc, c'est pour ça que l'exercice des 10 adjectifs est super important. Une fois que vous avez ces 10 adjectifs, vous pouvez consciemment commencer à appliquer la stratégie de l'association où vous allez attirer vers vous ce que vous souhaitez en termes de clients, de partenaires, d'opportunités, d'entreprises, etc. La troisième stratégie que je veux partager avec vous, c'est la stratégie de la Tour Eiffel. Bon, c'est un nom que j'ai donné à la stratégie, hein, mais vous allez comprendre pourquoi par rapport à l'histoire que je vais raconter. Donc, moi, j'ai vécu pendant plus ou moins 3 ans à Paris, mais je ne suis jamais allée visiter la Tour Eiffel. Et quand j'en parle avec les personnes, parce que je voyageais parce qu'il y a eu Covid, mais je voyageais beaucoup. Et souvent, dans les événements business ou même en rencontrant des amis, etc., à l'étranger, quand ces personnes apprennent que j'ai vécu pendant 3 ans à Paris, l'une des premières choses, c'est de dire « Oh my God, I love Paris, la Tour Eiffel, etc. » Et moi, bon, moi, je n'ai pas visité la Tour Eiffel, mais je voyais dans les yeux de ces personnes que pour elles, c'était extraordinaire de parler de la Tour Eiffel. Alors, c'est quoi mon point par rapport à ça et par rapport au branding? C'est pour vous dire que même vous, étant à La Réunion, il y a plein de choses qui sont super normales et évidentes pour vous, mais que juste le fait de positionner ces choses, de les communiquer de manière spécifique à des personnes à l'extérieur de La Réunion, vous pouvez vraiment attirer vers vous de superbes opportunités. C'est hyper important, cette stratégie. Moi, je l'ai appliquée tellement de fois. Et c'était de telle sorte qu'à un moment, je pense que c'était en 2019, j'avais beaucoup plus de clients à l'étranger, donc à l'extérieur de la Belgique, qu'en Belgique. Et une fois que je suis revenue en Belgique, j'ai repositionné cela et j'étais beaucoup plus, intéressante pour le marché belge. Donc, c'est vraiment une stratégie hyper puissante, en fait. Vous pouvez croire que de La Réunion, vous n'êtes pas intéressant ou personne ne va vouloir travailler avec vous, ou même au niveau local, hein, de se dire personne ne voudra travailler avec moi parce que je suis telle région, etc., c'est trop loin. Non, 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 non. Vous êtes super intéressant pour les personnes qui sont à l'extérieur de votre cercle. Et ça s'applique géographiquement, ça s'applique à un périmètre, ça s'applique à tout, en fait. On est souvent beaucoup plus intéressant à l'extérieur de notre cercle évident qu'on l'est dans le cercle lui-même. Donc ça, c'est la stratégie de la Tour Eiffel. Et une dernière stratégie, je regarde un peu l'heure, ok, on est bon. Une dernière stratégie que je voulais partager avec vous, c'est une stratégie que j'ai trouvée super intéressante. Elle est inspirée de Jay Abraham. Jay Abraham, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des marketeurs les plus puissants, j'ai envie de dire, au niveau mondial. Il a créé en termes de vente plus de 21 milliards de dollars en termes de vente suite à ses stratégies marketing avec les entreprises les plus puissantes au monde. Et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer, donc ça, c'est super. J'ai déniché ça pour vous. Et une des stratégies dont il parle et que j'adore, c'est, il dit, quand vous mettez en place une stratégie d'influence, une stratégie de marketing, quelquefois, quelque chose qui a l'air évident dans un secteur donné,
vous prenez la même chose, vous appliquez dans un autre secteur, ça peut avoir un effet de bombe. C'est un peu comme la stratégie de la Tour Eiffel, c'est-à-dire il faut avoir la capacité de penser à l'extérieur de son périmètre, du premier périmètre en fait. Si vous prenez quelque chose dans une industrie, par exemple dans l'industrie de la mode, vous prenez une stratégie marketing qui a l'air évidente dans l'industrie de la mode, vous prenez cette stratégie, vous l'appliquez dans une autre industrie qui n'a rien à voir, ça peut vraiment créer une belle influence. Donc, j'ai voulu ressortir ça parce que je trouvais ça intéressant et ça permet aussi pour vous de commencer à réfléchir différemment, quoi. De vous dire que même si vous êtes à La Réunion, peu importe vos origines, parce que moi, par exemple, mon blocage, c'était de me dire qui va travailler avec moi? Je suis noire, je suis une femme, je ne suis pas intéressante, j'ai pas assez d'expérience. Tout ça, ce sont des excuses. Quand vous avez la capacité d'être stratégique et d'être ancré sur en quoi vous croyez, vous pouvez vraiment changer le monde, j'ai envie de dire. Non, vous pouvez vraiment changer le monde. Donc voilà, on est à la fin de la présentation, mais il ne faut pas oublier vos challenges. Donc, je vais reprendre les challenges. Challenge numéro 1, super important. Faites la liste des 10 adjectifs par lesquels vous souhaitez être décrit par les autres, par les personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Le challenge 2, c'est de manière consciente se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pendant la période Covid? Comment est-ce que j'ai communiqué sur les nouvelles choses que j'ai expérimentées et comment j'ai réagi par rapport à l'implémentation? Est-ce que j'étais stressée? Est-ce que j'étais enthousiaste? Est-ce que j'étais positif? Tout ça, c'est des choses dont il faut être conscient. Et enfin, le challenge 3, que dit Google sur vous? Ça peut être Google, LinkedIn, Facebook, peu importe, parce que c'est la première plateforme sur laquelle les gens vont pour en savoir plus sur vous et savoir si ils peuvent vous faire confiance. Et oui, vous posez la question si ces 10 adjectifs sont en alignement avec ce que vous trouvez sur vous, sur Google, Facebook ou LinkedIn. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Et pour moi, c'est en tout cas un plaisir jusque-là.